Bienvenue sur Low Code My Flow, la chaîne où l'on explore l'univers du low-code. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Quelle est la vraie différence entre le no-code, le low-code et le code? À quoi servent vraiment ces approches? Dans quel cas faut-il privilégier l'une ou l'autre? Et surtout, quelles sont leurs limites? On va voir ensemble quand et comment les utiliser efficacement. C'est parti! Pour éclairer notre propos, nous allons utiliser une analogie, celle de la création d'une cuisine. Commençons par le no-code. Le no-code, c'est une cuisine IKEA, c'est-à-dire qu'on va choisir sur catalogue des blocs. Et ces blocs, il n'y aura plus qu'à les intégrer. Vous n'aurez pas besoin d'outils pour scier un meuble qui ne va pas au bon endroit, faire une jonction entre deux autres, bidouiller le tuyau du lavabo. Non, c'est très simple. On reçoit les cartons, on monte tout et on installe. Rien de plus. Ça, c'est le no-code. Ensuite, on a le low-code. Là, la démarche va un peu plus loin. On n'achète pas des meubles sur catalogue qui vont déjà ensemble, on va les acheter tous individuellement. Du coup, ils ne vont pas forcément ensemble. Donc, on va devoir sortir la caisse à outils pour faire des trous, scier un petit bout, réfléchir à comment joindre deux planches qui ne sont pas vraiment l'une en face de l'autre. Bref, ça demande d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, vient le code. Et le code, là, c'est comme si on fabriquait soi-même tous les meubles de sa cuisine. On va commencer de zéro en achetant ses planches, ses matières premières. Donc là, il va falloir beaucoup de compétences en bricolage. Il va falloir qu'une fois qu'on a acheté notre matière première, on arrive à faire les plans, à en faire des meubles, les monter et les intégrer les uns aux autres. Voilà un peu pour résumer l'esprit du no-code, du low-code et du code. Pour revenir à notre sujet, le no-code, finalement, il ne demande pas beaucoup de compétences techniques. On va plutôt être dans des cas de glisser-déposer sur des plateformes qui nous permettent d'utiliser des blocs qui sont déjà développés. Tandis que le low-code, même si on utilise une plateforme avec des fonctionnalités qui existent déjà, il va falloir qu'on développe un petit script pour mettre en place une fonctionnalité additionnelle pour aller chercher des données dans une source tierce. Ça va nous demander d'aller un petit peu plus loin. Et le code extrême, il va falloir qu'on ait une connaissance totale des langages de programmation. La vitesse de développement, ça va plus vite en no-code, si c'est juste du drag and drop, quelques heures à quelques jours, même si certains projets peuvent être plus longs. Pour le low-code, on sera plutôt sur des ordres de grandeur du jour, semaine, tandis que pour le code, ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Évidemment, ici, on grossit le trait. Tous les cas de figure sont possibles, même en no-code et en low-code. Pour la flexibilité et la personnalisation, en code, on va être très contraint par la plateforme qu'on utilise. Un peu en low-code, contre en code, la flexibilité et les possibilités de personnaliser sont beaucoup plus grandes. Pour le coût de développement et de maintenance, en no-code, on aura juste le coût de l'outil qu'on utilise. En low-code, la plateforme peut être un petit peu plus onéreuse. On va devoir payer éventuellement les compétences d'un développeur. Code, on va devoir utiliser des compétences de développeurs très expérimentés. Ils vont aussi rester pour la maintenance. Concrètement, le no-code, avec quoi on le fait? On le fait avec des outils comme Bubble.io, Make, Glad, Adalo, Webflow. Ce sont des plateformes. La plupart des plateformes no-code peuvent d'ailleurs être utilisées pour du low-code. Après, pour certaines comme Bubble ou pour Make, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Pour les plateformes low-code les plus connues, on a Power Platform, OutSystems, Mendix. Low-code, là, nous ne sommes plus sur des outils. Sur des plateformes, on est sur des langages de programmation. Vous allez retrouver tous les langages, le Java, le Python, JavaScript, bref, tout ce que vous voulez. Dans quel cas doit-on utiliser le low-code ou le code? Le no-code, il va plutôt être utilisé pour des choses qui vont vite, sur lesquelles il faut qu'on se fasse une idée très rapide ou qui vont apporter un quick win. Tous les MVP, les POC, les créations de sites vitrines par exemple, une
tâche à automatiser très simple. C'est très prisé des entrepreneurs qui doivent se faire une idée très rapidement pour savoir s'ils se lancent ou pas. Et c'est plus facile à mettre en place dans des petites structures. Puisque la plupart du temps, ils ont beaucoup moins de contraintes de sécurité, déjà, qu'un plus grand groupe. Les plus grands groupes, ils vont plutôt utiliser le low-code. On va prendre l'exemple de Power Platform, qui est intégré dans l'écosystème Microsoft, et ça plaît beaucoup aux grandes entreprises. Car du coup, niveau sécurité, elles vont profiter de tout ce qui est déjà fait en gestion des identités d'écosystème Microsoft. On va faire des applications un peu plus complexes que ce qui est fait en no-code, y intégrer plus de fonctionnalités, pouvoir gérer des workflows de bout en bout. Et enfin, le code, c'est pour des projets plus longs, des applications plus complètes, plus complexes, et avec des normes de sécurité sur lesquelles l'informatique peut avoir une totale mainmise. Je l'ai dit à l'oral, mais ce n'était pas dans le tableau. Ce qui est à prendre en compte quand on choisit si on part en no-code, low-code et code, c'est aussi la sécurité. Il va être important de savoir si la plateforme no-code, low-code avec laquelle on s'engage est en mesure de respecter les règles en matière de sécurité, mais aussi de confidentialité des données. Est-elle alignée avec la RGPD ? Opérationnel, mais aller vite, c'est bien. Développer une application en une demi-journée, c'est génial. Mais aller loin, c'est très bien aussi. Donc, il faut penser que quand on développe quelque chose, si on veut l'utiliser sur la durée, il faut qu'on ait bien choisi le sujet qu'on voulait automatiser. Ça va pouvoir être l'objet d'une autre vidéo, mais il faut également mettre en place une gouvernance. Comment on va faire évoluer ? Qui va faire évoluer cette solution ? Est-ce que la solution est documentée ? Et ça, ce sont des choses très importantes à prendre en considération, car dans les équipes métiers où il y a des citizen développeurs, peut manquer, puisque les réflexes ne sont pas les mêmes que dans une direction informatique. Pour résumer, le no-code sera parfait pour les non-techniciens qui veulent créer rapidement. Le low-code conviendra plutôt aux grandes entreprises qui ont besoin d'un compromis entre la rapidité et la personnalisation, tout en étant sûr que la plateforme avec laquelle ils travaillent est en ligne avec leurs contraintes de sécurité. Enfin, le code restera toujours la meilleure option pour les projets très complexes, avec des personnalisations très fortes et sur lesquelles l'IT doit avoir un total contrôle. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur la différence entre le no-code, le low-code et le code. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Low Code My Flow.